On poursuit cette émission toujours en compagnie d'Anne-Catherine Husson-Traor, directrice générale de Novetic. Nous ont rejoint également Jean-François Clédel, président fondateur d'Ingéliance et vice-président RH du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, qui est avec nous à distance. Et puis Fabienne Ménard, la CFO du groupe Manutan, partenaire de cette émission. Je voudrais d'abord prendre le pouls du côté des entreprises, savoir finalement, Fabienne, comment est-ce que vous considérez cette CSRD que vient de nous présenter Anne-Catherine? Est-ce que c'est une opportunité pour vous ou est-ce que c'est une contrainte? Alors, la première réaction pourrait être de dire que c'est une contrainte, puisque c'est une nouvelle réglementation. Et d'ailleurs, dans CSRD, il y a le mot R, qui est le mot reporting. Donc, dès lors qu'on parle de reporting, on l'assimile à une contrainte. Mais assurément, on considère chez nous que c'est une opportunité. Pourquoi une opportunité? Parce que ça nous donne un cap. On est convaincu que ça va nous aider à accélérer la transition énergétique. Et puis, comme on dit souvent, ce qui se mesure permet de se développer. Donc, dès lors qu'on aura plus d'indicateurs aussi, ça va nous inciter à nous développer et à accélérer cette transition énergétique. Donc, assurément une opportunité. Même question pour vous, Jean-François Clédel. Opportunité ou contrainte, cette CSRD pour vous? Écoutez, je resterai sur l'idée que j'ai du sujet. Je ne me laisse pas influencer par la personne qui vient de me précéder, mais même si je comprends totalement le propos. En fait, c'est une contrainte, bien entendu, ça a été dit très clairement. Et c'est une contrainte, comme ça a été dit aussi, qu'il nous faut transformer en opportunité. Mais néanmoins, cela reste une contrainte très forte avec des enjeux de mise en place dans des délais extrêmement courts, enfin relativement courts pour préparer l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit prête d'ici le 1er janvier 2025, enfin les ETI en particulier. Et du reste, nous avons, enfin, ce sera peut-être l'objet d'une autre question, mais nous avons au niveau du club des ETI lancé un parcours d'accompagnement des entreprises, à la fois en formation et en conseil, pour les aider à préparer l'un des premiers éléments, à les former d'une part, et à préparer l'un des premiers éléments fondamentaux, qui est la matrice de double matérialité de cette CSRD. Alors ensuite, bien sûr, c'est une opportunité, hein, c'est une opportunité pour l'entreprise, parce qu'en fait, c'est un sujet qui devient stratégique, même s'il est une contrainte, il devient stratégique, parce qu'il nécessite l'engagement de la direction au plus haut niveau pour faire les choix, pour évaluer les risques, faire les choix et les décisions qui s'imposent. Et c'est un sujet qui va mobiliser en fait toute l'entreprise, enfin une bonne partie des acteurs de l'entreprise pendant au moins une année, et puis par la suite, cela continuera. Ça remettra sans doute un peu de couleur sur les politiques RSE en impliquant à nouveau de nombreux acteurs de l'entreprise. Donc c'est un moyen pour mobiliser les équipes, pour améliorer l'image de l'entreprise et faciliter d'une certaine façon le recrutement, mais c'est aussi un moyen de s'inscrire dans les attentes nouvelles d'une part des clients, mais aussi de la population. Anne-Catherine, qui est-ce que ça concerne aujourd'hui la CSRD? Jean-François parlait de la date du 1er janvier 2025 pour les ETI. Quel est le calendrier? Toutes les ETI, en fait, c'est quand même les ETI qui sont déjà soumises à un autre petit nom qui est la DPEF, c'est-à-dire la déclaration de performance extra-financière. Donc là, théoriquement, c'est vrai que c'est un effort, hein, personne ne va dire le contraire, parce que, et d'ailleurs, les consultants vous proposent ce qu'ils appellent le gap analysis, c'est-à-dire quel est le gap, enfin, quel est l'écart entre ce que vous faites aujourd'hui pour la DPEF, qui vous permet quand même d'avoir une structure de reporting, et ce qu'on attend de vous pour la CSRD. Bon, de façon générale, le gap est relativement important. Là où, effectivement, je comprends ce que dit votre interlocuteur, c'est que la question, c'est jusqu'où sont préparées les entreprises. Parce que c'est un changement de culture, en fait. C'est beaucoup plus un changement de culture, de comment on analyse le risque, comment on construit son business plan, comment on construit sa stratégie, sur quoi on s'appuie. Est-ce qu'on a bien vu les éléphants dans la pièce qui vont nous coûter très cher? C'est ça, en fait, l'analyse de double matérialité. Et donc, on passe, j'allais dire, sans transition, d'une culture générale qui, à part dans les équipes RSE, qui dans les ETI, les équipes RSE, c'est au mieux une personne, voire deux. Donc là, il y a un vrai sujet. Eux, ils ont à peu près la matrice non seulement de matérialité, mais les biais cognitifs nécessaires. Tout le reste de la maison, enfin, peut-être pas chez vous. Les directeurs financiers sont en train, effectivement, de s'emparer du sujet. Les dirigeants, rarement. Donc il y a vraiment un changement de culture à opérer. Et c'est vrai que de commencer par le reporting, c'est paradoxalement pas ce qu'il faut faire. Normalement, il faut d'abord poser ce sujet au niveau de la gouvernance, et puis descendre ensuite pour être dès le départ sur la stratégie, et à la fin sur les indicateurs de reporting. Donc là où il y a un message brouillé, c'est que la CSRD
vous l'avez très bien dit, commence par dire on commence par le reporting. Ouais. Donc, bon, et donc la marge reste très importante de la façon dont les entreprises vont s'en emparer. Donc, c'est là où ça devient un sujet de culture générale des dirigeants de l'entreprise, en fait. Fabienne, justement, comment vous êtes emparée du sujet de façon opérationnelle pour ce changement de culture dont parle Anne-Catherine ? Oui, alors je suis tout à fait en phase. C'est un grand changement dans l'entreprise et le reporting ne sera que, on va dire, le dernier maillon de la chaîne, et même si ce sera un des plus complexes à la fin peut-être, mais ce sera vraiment tout à la fin. Donc au départ, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, donc nous, dans notre entreprise, on a la chance chez Manutan d'avoir une directrice RSE. Donc déjà, on est un peu plus outillés, je pense, que la plupart des ETI ou des PME, donc c'est une chance, mais elle est toute seule, effectivement. Donc on est très sensibilisé sur ce sujet et la RSE est vraiment au cœur de nos 5 grands objectifs. Donc déjà, on est porté, on a la chance, nous, d'être porté au plus haut niveau de la stratégie. On a commencé par là, donc ça fait partie de ce qu'on va faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué en fait une équipe pluridisciplinaire et je pense que c'est ce qui est vraiment l'élément clé, la pluridisciplinarité. Alors il y a une équipe corps qui est la directrice RSE, évidemment la direction financière, la direction des risques aussi que nous avons associée parce que c'est à peu près le même exercice qui se frotte un peu à la cartographie des risques dans certains aspects. Et bien sûr, la pluridisciplinarité, c'est aussi avec les équipes informatiques et data, et je reviendrai après, et puis tout le reste de l'entreprise. Donc nous, pour se lancer dans ce schéma-là, et pour autant, on avait la DPEF, puisque Manutan était coté auparavant, donc on avait déjà cette contrainte, mais c'est un pas géant à franchir pour passer de la DPEF à de la CSRD. Mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, on est accompagné, mais on a des consultants qui apprennent avec nous, parce que personne ne sait vraiment ce qu'on va y mettre. Ouais. Donc, nous, on a choisi de commencer, parce qu'il n'y a pas le choix, par l'analyse de la double matérialité, qui est effectivement d'évaluer les impacts financiers, environnementaux et tout ce qui va avec ça. Donc, on est dans cet exercice-là, qui va se terminer d'ici quelques semaines. Et à partir de là, on va travailler sur le gap assessment, ce fameux écart entre les normes et de là où nous en sommes pour pouvoir déterminer les indicateurs. Et on se fait tout simplement accompagner par des consultants pour structurer la démarche, nous aider à aller identifier où se trouve la donnée. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut porter seul en interne, non seulement parce qu'on n'a pas le temps de gérer un tel projet, mais on est aussi en manque de compétences internes et le monde du consultant, franchement, apprenne avec nous. Donc on apprend, on avance. Voilà. Jean-François Clédel, vous aviez mené au sein du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine une étude pour une enquête auprès de vos adhérents il y a quelques mois pour savoir un peu où chacun se situait. Et ce qui ressortait, c'était que la moitié des répondants quasiment découvraient seulement la CSRD et 60% disaient avoir besoin d'aide, d'où vous le mentionnez rapidement, mais on peut peut-être y revenir un peu plus en détail maintenant. Un programme d'accompagnement que vous avez mis en place, c'est ça, il y a vraiment besoin d'accompagnement, comme le disait à l'instant Fabienne ? Oui, ça a été très, très bien dit à l'instant. C'est en fait un sujet qui est complexe, qui est complexe à appréhender. En fait, il n'est pas complexe en soi, je ne dirais pas de complexité majeure, mais il est complexe à appréhender parce que d'abord, le nombre d'indicateurs est extrêmement important, le nombre de domaines à aborder est extrêmement important, et surtout l'appréciation en fait du niveau de risque dans chacun des domaines est sujet à objectivité. Enfin, et donc, comme ça a été dit à l'instant, les consultants apprennent aussi, ceux qui demain seront les spécialistes apprennent aussi, ceux qui demain devront évaluer apprennent aussi. Bon, tout comme on l'a connu à l'époque de la mise en place des démarches qualité, mais c'était, je pense, beaucoup plus simple, me semble-t-il, que la CSRD. Tout le monde est en phase d'apprentissage. Alors, dans ce contexte-là, le club des ETI de Nouvelle-Aquitaine, qui est un club qui a déjà 10 ans, en fait, qui rassemble 130 ETI en Nouvelle-Aquitaine, en fait, a lancé ce qu'il appelait l'Université des ETI, qui est un programme soutenu par les pouvoirs publics pour former les 100 000 collaborateurs des entreprises du club sur les transitions industrielles, managériales, numériques, environnementales. Et dans un de ces parcours, évidemment, on a pour l'instant 5-6 parcours qui ont été préparés. Un parcours concerne la CSRD, pour une CSRD clé en main en quelque sorte, accompagnée par des consultants. Donc on a mutualisé l'ingénierie de ce parcours avec les consultants et on a déjà lancé depuis 15 jours, 3 semaines à peu près, le programme. Comment on le lance ?
On le lance en sensibilisant d'abord par une courte vidéo tous les dirigeants des ETI, parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là que ça se passe, hein, ça a déjà été dit, mais je le répète. C'est à ce niveau-là que ça se passe, puisqu'en fait, c'est un enjeu quand même qui devient stratégique. Il faut que les dirigeants se saisissent vraiment du sujet, qu'ils en mesurent les enjeux, l'importance, pour être prêts. Alors, on dit dès le 1er janvier 2025 pour toutes les ETI, qu'elles soient cotées ou non, et puis pour toutes les PME cotées. Bon, il est vraisemblable que tout le monde ne sera pas prêt au 1er janvier 2025, mais en tout cas, le reporting doit être prêt pour être audité en 2026 sur les opérations de 2025. Voilà. Et donc voilà, donc on a un parcours à peu près en 8-9 mois de diagnostic, formation. Bien sûr, ça commence par la matrice de double matérialité, c'est-à-dire impact de l'entreprise sur son environnement d'une part et impact de l'environnement sur l'entreprise elle-même d'autre part. Et cela permet de déterminer les zones les plus à risque qu'il va falloir traiter en premier. Anne-Catherine, voilà, je voulais savoir combien ça coûte cet accompagnement aux entreprises, parce que j'imagine que c'est un investissement. C'est-à-dire il y a l'accompagnement parce qu'effectivement tout le monde apprend un peu en marchant. Donc il faut faire appel à des consultants extérieurs, ça a un certain coût. Il faut peut-être, j'imagine, développer de nouveaux outils qui vont ensuite agréger cette data quand on arrive à la faire remonter. Donc c'est un investissement qui peut être considérable. Alors je pense que pour donner peut-être des fourchettes, ma voisine est beaucoup plus adepte que moi, enfin mieux placée que moi. L'idée c'est qu'effectivement, j'allais dire quel que soit le montant, c'est un montant élevé parce qu'en plus c'est une vraie transformation. En fait, on voit bien qu'on tourne autour de ce sujet de transition, transformation, etc. depuis une vingtaine d'années. Ce qui s'est accéléré, c'est l'idée que comme le changement climatique lui-même s'accélère, les problématiques d'eau, il va bien falloir le faire. Donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'on analyse en coût global ou pas ? Donc que ça se fasse à coût zéro pour l'entreprise, on est en train d'arrêter de penser que la transition va se passer tranquillement, mais sûrement, avec un peu plus de verre chaque année, un petit vernis qui va bien sur telle et telle chose. C'est l'avantage de la CSRD, c'est qu'elle met les pieds dans le plat en disant non, pour que ce soit vraiment crédible, pour que vous ayez un plan de transition à la hauteur des enjeux qui sont les vôtres, bon, d'abord, il faut vous identifier vos enjeux. Et au mieux, aujourd'hui, on a une idée qu'il faut décarboner. Alors, on peut mettre peut-être tout son argent de consulting ou autre sur la décarbonation, mais en fait, vous avez traité qu'une toute petite partie du problème. Donc là où c'est effectivement un effort et un effort d'investissement aussi, c'est vraiment l'idée de, et vous avez insisté sur le côté pluridisciplinarité, mais c'est vraiment transverse. C'est-à-dire qu'on arrive enfin à un développement durable qui embarque tout le monde dans l'entreprise et qui ne soit pas ou une affaire de marketing, ou une affaire potentiellement de finance, ou une affaire de RSE. Et c'est vraiment là où on travaille sur le business model. Donc déjà, c'est pas faux, les OTI, c'est-à-dire les organismes seront chargés de vérifier la donnée ESG, ils sont en train d'apprendre aussi. Ils ont 80 heures de cours obligatoires, mais cette année. Donc, d'accord. C'est pas au-delà de combien ils coûtent, il faut qu'ils soient prêts. Et dans les programmes de formation, puisque nous on fait de la formation ad hoc sur la CSRD avec l'idée qu'on était plutôt côté finance, mais aujourd'hui on s'élargit aux entreprises, justement pour apprendre ça. Et on va lancer pour les JO où tout le monde sera en télétravail un programme où on explique, parce que le petit nom qu'on n'a pas encore abordé, c'est ESRS. Alors c'est quoi le SRS ? Alors la CSRD c'est le global, et les ESRS c'est thème par thème. D'accord. En fait, c'est les 12 principaux thèmes où là on a les fameux data points, c'est-à-dire on précise quels sont les attendus. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y en a pas forcément 1000, ça dépend de son analyse de matérialité. D'accord. Selon la façon, selon les risques qu'on trouve, on est plus ou moins, on est fléché pour fournir telle et telle donnée. Donc, ces fameuses ESRS, vous pouvez la jouer, genre, il faut que je coche des cases. En fait, ça ne va pas marcher. Donc, l'idée, et ce que nous, on propose, c'est d'expliquer ce que sont chacun de ces thèmes, pourquoi c'est un enjeu et pourquoi c'est un enjeu de risque. Et ça, c'est un programme qu'on va proposer à distance, parce qu'on se dit, et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, la CSRD, elle débarque dans des entreprises qui n'ont même pas la notion de en quoi l'entreprise dépend de la nature. Exemple. Comment je dépends de la nature. Alors, si vous êtes dans l'agroalimentaire, ça peut encore aller. Mais sur tous les autres métiers, pas forcément. Or, un des métiers, par exemple, où il y a une énorme dépendance à la nature, c'est tout ce qui est cosmétique. Bien sûr. Vous avez besoin, par exemple, c'est pas forcément évident, alors déjà de le comprendre, et puis ensuite, ok, on fait quoi ? On quantifie telle matière première, on explique. Enfin, ça ouvre un champ absolument extraordinaire. Et donc, alors ça va être moins rapide que le décrit monsieur, puisqu'en fait, les PME ne doivent s'y mettre que vers 26-27 et avec des indicateurs adaptés. Mais est-ce qu'elles auront les moyens ? C'est ça aussi la question.
La question, c'est est-ce qu'elles ont les moyens de ne pas changer? Donc, c'est ça qui est posé, en fait. C'est-à-dire que, oui, dans l'absolu, vous dites à des entreprises qui sont en plus dans un contexte économique très difficile, il va falloir investir un maximum, mais en fait, il va falloir investir sur votre avenir et potentiellement se faire aider par la CSRD, ce qui permet de développer une compétence qui, en général, n'existe pas ou très peu dans l'entreprise. C'est ça l'intérêt. C'est de développer des compétences, ce que j'appelle moi le bagage durable, dont en fait tout le monde a besoin, que vous soyez en charge de la compliance, de la finance, du marketing, de l'informatique, parce qu'on a des lacs de data ESG. C'est un grand sujet et qui coûte aussi très très cher, puisque les principaux grands fournisseurs de services un peu américains sont au taquet pour vous fournir des lacs à des prix élevés. Mais c'est vraiment... et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a une sanction quand même relative et qui, pour donner du temps à de l'acculturation et à de la capacité à s'emparer de ces sujets-là, mais qui sont en fait des sujets de survie de business model. Encore une fois, j'en reviens à la notion de résilience. La plupart des modèles ne sont pas résilients. On le voit en ce moment dans l'agriculture. Oui, on peut continuer comme on veut, peut-être, sur le modèle actuel, sauf qu'il y a déjà des paysans qui n'arrivent pas à en vivre, et ça ne va pas s'arranger. Et ils savent très bien que le changement climatique induit aussi des changements de culture, etc., etc. Donc on est bien sur des modèles qui craquent un peu partout quand on regarde. Donc la CSRD est une aide à le comprendre. En fait. Jean-François Clédel, comment est-ce que, avec quelles problématiques reviennent vers vous les ETI que vous fédérez au sein du METI Nouvelle-Aquitaine? Qu'est-ce qui les inquiète le plus, ou au contraire, qu'est-ce qui ne pose pas de problème aujourd'hui avec cette CSRD? Déjà, sur le délai de mise en place, Madame a certainement raison pour les PME en général, mais là je parlais uniquement des PME cotées. Les PME cotées, à ma connaissance, sont assujetties à l'obligation dès le 1er janvier 2025, tout comme les ETI, en fait, qu'elles soient cotées ou non. Alors, ce qui revient le plus, je dirais, c'est d'une part ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'incertitude, en fait, ce climat d'incertitude, puisqu'en fait, on fait face à une nouvelle obligation dont les contours dont l'application n'est pas encore maîtrisée par ceux qui seront en charge de l'appliquer, en fait, en particulier les services d'évaluation, de vérification, de certification des publications. Ensuite, c'est une transformation importante qui vient s'ajouter à d'autres problématiques qui surgissent tout en même temps. Là, Madame évoquait à l'instant les modèles qui manquent de résilience. C'est vrai, je dirais que les modèles manquent de résilience parce que je pense que depuis des décennies, nous avons tendu tous les modèles pour les rendre cassants, en fait. On a fait la chasse à toutes les réserves dans l'entreprise, de façon à optimiser toutes les ressources de l'entreprise pour améliorer la performance de l'entreprise. Et donc, on a rendu toutes nos entreprises, nos organisations cassantes, elles n'ont plus de réserve. Dans l'armée, si vous voulez, les grands chefs de guerre avaient toujours la réserve qui était là, prête à intervenir en cas de coup dur. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est dans des modèles extrêmement tendus. Et donc, évidemment, le moindre problème engendre un arrêt de production ou engendre des difficultés majeures. Alors, l'autre problème que l'on va rencontrer, ça va être l'implication de la supply chain. Comment allons-nous impliquer notre supply chain, c'est-à-dire les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Comment seront-ils concernés? Et surtout, comment les contraindre, ou au contraire, devrons-nous nous séparer d'eux dans l'hypothèse où ils ne répondraient pas aux attentes qui sont nécessaires? Voilà, ça fait partie je pense des sujets d'inquiétude aujourd'hui. C'est cette incertitude, c'est une tâche de plus à accomplir. Bien sûr, on va essayer de transformer cela en opportunité, rendre l'entreprise peut-être plus performant au regard des aléas climatiques, au regard des changements climatiques, au regard des transformations sociétales, au regard de tout un tas de choses. Après, il y a peut-être un dernier point quand même qui est aussi le risque d'être décalé par rapport au contexte international. Parce qu'en fait, la CSRD répond manifestement à des attentes, au réchauffement climatique entre autres, aux besoins d'une société plus durable, plus soutenable, d'une économie plus soutenable, mais elle s'inscrit aussi dans un contexte international qui, lui, va très vite, change très vite. Et aujourd'hui, on connaît un contexte qui est nouveau, que l'on n'avait pas connu depuis 70 ans, avec les tensions internationales qui pèsent sur nos sociétés, en fait. J'évoque bien sûr
la guerre en Ukraine et les tensions que la Russie fait peser sur le pays. Et par exemple, les investisseurs, les fonds d'investissement mettaient en avant, développent de plus en plus des critères d'exclusion des entreprises qui travaillent pour la défense. Et bien ça, peut-être que ce critère-là va devoir changer compte tenu du contexte actuel, quoi. Pourquoi retirer-t-il ce critère? Parce qu'ils considéraient que ce critère manquait de noblesse, en fait. Et or, aujourd'hui, on voit que la souveraineté, y compris la souveraineté militaire, devient une nécessité, en tout cas revient à la mode. Et ce critère-là, donc, peut amener des changements, si vous voulez, dans ce que l'on vient de mettre en place. La CSRD, on met en place un dispositif qui risque d'être décalé par rapport au contexte international. Une dernière question, Fabienne. Moi, j'aimerais savoir si finalement vous avez le sentiment que cette mise en place de la CSRD, ça vous rapproche d'autres fonctions dans l'entreprise, que ce soit la RSE, la DSI. Mais oui, c'est fondamental en fait. Enfin, vraiment, la CSRD, ce n'est qu'un... Il faut le voir, je pense, comme un catalyseur de tous les efforts que l'on doit faire. Donc oui, c'est une contrainte parce que c'est du reporting, mais c'est aussi une façon de se dire on va progresser. Et donc vraiment, la clé, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez Manutan, et c'est vraiment d'associer tout le monde. Donc est-ce que ça nous rapproche les uns des autres ? Oui, probablement, parce que chacun a une petite pierre à contribuer dans l'édifice, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la supply chain. Et nous, en tant que distributeur, on est directement impliqué dans la supply chain. Alors, je suis un tout petit peu, je rebondis sur ce qui a été dit jusqu'avant. Évidemment, on est dans un contexte économique difficile. Évidemment, il se passe des choses dans le monde, mais il va toujours se passer des choses dans le monde et il va toujours se passer des choses qu'on n'a pas envie de voir sur le plan économique. Mais la CSRD, il faut le voir comme un élément de plus pour nous aider dans la transition énergétique. Donc c'est vrai que ceux qui ont établi cette norme, ils sont allés un peu fort, avec une méthode ultra complexe. Donc ça nous pousse dans nos retranchements. C'est un peu un défi méthodologique, il faut bien le voir aussi. Donc c'est aussi pour ça que tout le monde en interne travaille dessus. Donc la finance se rapproche de la RSE. Nous, on a la chance d'avoir deux directions qui ont toujours bien travaillé ensemble. Mais on n'est rien si l'ensemble des opérationnels ne contribuent pas. Nous, on a besoin de travailler avec la supply chain, avec la direction des achats qui est en contact avec les fournisseurs. Évidemment, l'informatique et la data ont un rôle à jouer qui est crucial parce qu'aujourd'hui, un des enjeux méthodologiques va être de collecter la donnée, de la rendre fiable et de pouvoir la tracer pour qu'elle soit justement, qu'on puisse s'appuyer dessus pour mesurer. Donc c'est vraiment toute l'entreprise, mais vraiment tout ce qu'on s'est dit au départ, ça doit partir d'en haut. C'est pas un truc qu'on fait sous le tapis comme un reporting de plus sur n'importe quel sujet. Il faut que les entreprises aient dans leurs axes stratégiques d'une façon ou d'une autre un petit sujet RSE, mais pour de vrai, qui soient portés dans leur culture et leur ambition, et ça s'inscrit. Et oui, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est un coût financier également, c'est certain, puisqu'on a des consultants, mais le temps interne, c'est de l'argent. Et oui, on investit, mais c'est certainement pas un retour sur investissement court terme. Il faut se projeter un tout petit peu dans la durée, mais c'est ce que nous impose la transition énergétique, c'est de voir le coup d'après et les décades suivantes. Donc oui, c'est dans la durée. Donc il faut avoir mis un peu de sous de côté, ou en tout cas en attribuer sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart at Work.